Déjà, bonjour à vous. Merci d'être là. Donc, moi, je m'appelle Lucas Baglin. Et donc, j'ai le plaisir de vous présenter le fruit de longs mois de travail. Donc, moi, j'ai choisi de travailler sur l'usage de la data dans le sport d'endurance parce que nous vivons, je le crois, un moment charnière, puisque jamais les athlètes n'ont disposé d'autant d'outils pour progresser, pour prévenir des blessures et personnaliser leur entraînement. Et dans le même temps, jamais ils n'ont été autant tentés de courir pour le chiffre, de douter de leurs sensations et de se comparer en permanence. Donc ma thèse s'intitule Sous pression, comment les données ont transformé la performance des athlètes d'endurance entre progrès, dépendance et quête de sens. Et je vous invite à plonger au cœur de ce dilemme et propose une issue assez claire, qui est de garder la puissance des données sans perdre l'humain. Et donc pour y parvenir, j'ai croisé littérature scientifique et terrain, et je suis allé écouter celles et ceux qui vivent la data au quotidien, donc que ce soit les coachs, les athlètes, les fondateurs de startups et même des experts au ministère des Sports. Et ils ont tous façonné en partie mes recommandations. Et donc, mon objectif aujourd'hui, il est simple, c'est de vous montrer comment passer du sous pression au juste pression, celle qui fait progresser sans casser, celle qui rend la performance plus durable. Et pour vous montrer comment j'y réponds concrètement, voici le chemin que je vous propose de suivre. Donc, dans un premier temps, nous verrons donc le contexte et la problématique, suivi de la méthodologie, pour en venir au constat clé et mes axes de développement. Enfin, nous verrons un cas d'étude et bien sûr une conclusion. Et donc, pour vous donner le chemin que j'ai suivi et l'esprit de mon parcours tout au long de cette thèse, j'ai mis ici une citation d'Albert Einstein qui est la suivante. Tout ce qui peut être compté ne compte pas forcément et tout ce qui compte ne peut pas forcément être compté. Et donc, cette phrase a été mon fil rouge tout au long de la rédaction de ma thèse, puisque dans l'endurance, aujourd'hui, on sait tout compter, que ce soit les watts, la fréquence, le kilomètre et tout un tas d'autres métriques. Mais ce qui nous fait tenir sur la durée, c'est la motivation, le plaisir, la confiance et le sens qui, eux, par contre, échappent souvent aux courbes. Et donc, j'ai choisi ce sujet parce que j'ai vu ce décalage grandir entre des tableaux de bord qui s'améliorent et parfois des athlètes qui, eux, par contre, s'éloignent d'eux-mêmes. Et donc, mon ambition dans cette thèse, il est assez simple, c'est de réconcilier ce qui se mesure et ce qui se ressent, garder la précision des données, mais sans perdre l'humain, laisser la data au final éclairée, mais en la laissant pas décider à notre place. Et pour comprendre comment on en est arrivé là et surtout comment on en sort, je vous propose de poser tout de suite le décor pour faire un point de marché. Donc c'est ici que la phrase que j'ai mise juste avant d'Einstein prend tout son sens, puisque dans l'endurance, tout ce qui peut être compté est désormais compté. C'est plus une mode, c'est une véritable transformation de fond. Si on observe ce graphique à gauche, on peut voir que l'analytique sportive passe de quelques milliards à plus de 24 milliards d'ici 2032. Donc ce n'est plus un gadget, c'est une véritable industrie. Et dans le même temps, la pratique, elle a explosé. Rien qu'en France, il y a des millions de personnes qui courent régulièrement, dont une large part au moins une fois par semaine. Donc plus il y a de pratiquants, plus la donnée elle s'installe pardon, dans les routines d'entraînement. Et donc la demande tire alors la technologie renforce alors la demande. Et avec ça, il y a un nouveau langage qui s'est installé. On ne dit plus seulement j'étais bien, on parle de métriques clés, telles que les watts, la puissance exprimée en watts, oui bien sûr, la fréquence cardiaque et tout un tas d'autres métriques. Et la panoplie d'outils, elle est devenue quasiment indispensable aujourd'hui, que ce soit les montres GPS, les cardiofréquencemètres ou encore des plateformes d'analyse. En 20 ans, on est passé du feeling seul à une mesure qui est aujourd'hui objectivée et partageable. Et donc je le crois qu'aujourd'hui, on a un âge d'or de l'innovation. Tout est suivi et tout est suivi, l'effort, le sommeil, la récupération et parfois même la glycémie en temps réel. Et donc derrière chaque point de données, il y a la même promesse, c'est de mieux s'entraîner, mieux se protéger mieux décider, pardon. Et donc la vraie question, ce n'est plus faut-il y aller, c'est plutôt comment en tirer le meilleur sans se perdre. Et justement, sur la slide suivante, je vous propose de voir les opportunités concrètes qui sont aujourd'hui offertes par la data. Donc la première de celles-ci, c'est bien sûr une performance qui est optimisée. J'ai écrit ici, la donnée est devenue le fondement d'un entraînement structuré. Donc voici des mots que j'ai issus de ma thèse. Et donc ça donne lieu aujourd'hui à des plans d'entraînement qui sont plus clairs, à des micro-ajustements qui sont possibles séance par séance. Et donc on décide moins au feeling, mieux et plus vite. La deuxième opportunité, ça concerne la prévention des blessures. L'IA aujourd'hui propose des programmes personnalisés et optimisés sur la prévention des blessures en croisant la charge et les données internes de l'athlète. L'alerte, elle arrive plus tôt et on ajuste avant qu'il ne soit donc trop tard. La troisième opportunité que j'ai notée ici, c'est que après une sortie longue, sa fréquence cardiaque mettait plus de temps à redescendre. J'ai immédiatement allégé son plan. Voici les mots d'un entraîneur que j'ai interviewé. Et là, on peut le voir, la data, elle l'éclaire. Le coach décide en temps réel. Et cela, c'est au service de l'athlète, bien sûr.
Enfin, la quatrième opportunité que j'ai notée, c'est qu'il y a des nouveaux modèles et business qui sont apparus. Donc, grâce aux plateformes et aux capteurs, un coach il est aujourd'hui capable de gérer plus d'une dizaine d'athlètes à distance. Et donc là, ce sont des mots quand même forts parce qu'on peut observer que l'écosystème il s'est élargi. Et donc maintenant, s'il y a des promesses qui sont fortes, il y a aussi des tensions qui existent. Et donc, je vous propose de voir maintenant les menaces actuelles qui pèsent sur la data. Donc il y a un envers du décor et aujourd'hui il y a quatre risques à garder bien en tête. Le premier de cela, c'est le technostress et la surcharge mentale, puisque quand la montre devient, comment dire, le juge du réel, la tête prend le dessus sur le corps. Et là on peut lire, aujourd'hui si ma montre ne valide pas ma sortie, c'est comme si je ne m'étais pas entraîné. Et donc le résultat c'est quoi? C'est qu'il y a une dépendance aux chiffres, une certaine anxiété qui s'installe et un doute des sensations de l'athlète. Ensuite, deuxième point, c'est la comparaison sociale. La performance des autres, aujourd'hui, elle s'invite dans nos poches tous les jours. Et donc, on peut voir cette citation. Un tel a fait 15 km aujourd'hui, je culpabilisais d'en avoir fait 12. Donc là, on peut voir que la comparaison sociale, elle entretient une compétition permanente qui fait sortir du plan certains athlètes. Le troisième point, j'ai noté ici la perte de plaisir et la démotivation. Puisque quand tout se mesure, le plaisir peut s'éteindre. On peut lire ici, j'ai fait un burn-out sportif, je ne prenais plus de plaisir. Donc là, on observe quoi? Que des métriques, elles peuvent finir au final par miner la motivation intrinsèque de l'athlète. Et enfin, le quatrième point que j'ai noté, c'est la déconnexion du ressenti, puisque l'écran contredit parfois le corps, et on finit par croire l'écran. Et donc là, on peut lire, un sportif qui se sent en forme alors que sa montre est au rouge, finit par douter de lui. Et donc là, on peut voir alors que l'athlète perd l'intuition, et la qualité de ses décisions s'effrite alors. Et donc du ressenti comment dire, aux règles du jeu, voyons maintenant ce que ces dérives, elles impliquent en matière d'équité, de confidentialité et d'accessibilité. Et donc là, j'ai mis cette photo à gauche d'une montre connectée qui résume, je le crois, bien l'enjeu, puisque derrière chaque chiffre, il y a des choix de société. Et donc, il y a quatre questions aujourd'hui qui, je le trouve, dépassent l'individu. La première, c'est l'équité sportive. Aujourd'hui, s'il y a des clubs qui ont des moyens d'acheter un avantage technologique, il y en a d'autres qui n'ont pas les moyens et donc qui suivent à distance. Demain, je le crois, si des solutions se démocratisent, cet écart, il peut devenir une véritable opportunité, je dirais, d'élévation collective. Le deuxième point, et pas des moindres, c'est que beaucoup d'athlètes aujourd'hui ignorent où vont nos données et à quoi elles servent. Et sur des informations biomédicales, une fuite ou comment dire, un détournement d'usage n'est là pas un détail. C'est un vrai risque humain, et j'insiste. Le troisième point, c'est l'esprit du sport et l'acceptabilité, puisqu'aujourd'hui, la data, elle fascine, mais il y a certaines personnes qui voient une perte de magie. Plutôt que d'opposer tradition et innovation, je propose, moi, d'ouvrir un débat clair sur la juste place de la mesure dans le jeu, dans l'entraînement et dans le spectacle. Enfin, quatrième point ici, c'est le cadre légal, bien sûr. Qui voit quoi et pourquoi? Comment aujourd'hui garantir l'interopérabilité des outils, la souveraineté des données et des algorithmes qui soient explicables, puisqu'aujourd'hui, sans règles lisibles, la confiance s'effrite. Et à partir de là, une question m'est devenue centrale. Comment garder la puissance de la data sans perdre l'humain? Et donc, c'est précisément la problématique que je pose dans cette slide. Je propose d'y revenir en trois constats assez simples. Le premier, c'est qu'on a un potentiel aujourd'hui qui est inédit. La data, elle aide à mieux s'entraîner, mieux récupérer, mieux prévenir des blessures. Ensuite, le deuxième point, c'est qu'on a des usages qui sont incomplets. On collecte beaucoup, on relie peu, on lit l'instantané, on néglige les tendances. Donc il y a des informations qui restent inexploitées. Le troisième point ici que j'ai noté, c'est qu'il y a de nouvelles pressions. L'hyperquantification, la perte du ressenti, le technostress, la comparaison sociale. On observe que la tête prend parfois le pas sur le corps. Donc de ces trois points émanent trois autres points, ce qui promet, ce qui coince et ce qui bouscule. D'où la question qui m'a guidé tout au long de ma thèse. Comment permettre aux athlètes d'endurance de tirer pleinement parti de la puissance des données sans se perdre dans une hyper-quantification anxiogène afin de préserver leur santé mentale, leur motivation et une performance durable. Et donc là, mon fil rouge en quelques mots, ça a été de garder la puissance des données sans perdre l'humain. Et pour y répondre, je vais vous montrer maintenant comment j'ai structuré le travail et ce que j'en ai tiré sur le terrain. Et donc là, j'ai eu quatre objectifs très concrets. Donc le premier, ça a été de cartographier les usages. Le but, ça a été de dresser, je dirais, un panorama qui soit clair, quelles pratiques, quels outils et quel niveau de maturité dans l'endurance aujourd'hui. Et cette cartographie, elle m'a permis quoi? Elle m'a permis de poser le décor et d'éviter pardon, les idées reçues qu'on peut avoir. Le deuxième objectif, ça a été de qualifier l'impact mental, de mettre des mots sur l'invisible. J'ai nommé le technostress, la comparaison sociale, la motivation, le plaisir dans la durée.
Et donc là, l'enjeu, c'était quoi? C'était de comprendre comment la data, elle a influencé la tête et pas seulement les jambes. Le troisième point, bien sûr, c'était de diagnostiquer les freins, donc de croiser terrain et littérature pour isoler les obstacles, je dirais, techniques, humains, organisationnels et éthiques. En bref, c'était de savoir où ça bloque vraiment et pourquoi. Et bien sûr, le quatrième point qui était de proposer des recommandations qui soient actionnables, des vraies pistes concrètes. Et donc maintenant, je vous propose de voir comment j'ai amené tout ça avec ma méthodologie. Et donc là, pour y répondre, j'ai choisi une méthodologie qui est vraiment ancrée terrain. D'abord d'une base documentaire qui a été élargie, puisque j'ai parcouru des revues scientifiques, des rapports professionnels et des témoignages d'athlètes, et ce pour cadrer les concepts et les tendances. Et donc cela m'a évité, bien sûr, comme je l'ai dit, les idées reçues, et ça m'a donné des repères solides. Et ensuite, des entretiens clés, puisque là, ça a été le cœur de mon dispositif. J'ai eu la chance de réaliser de très très bons entretiens et très enrichissants. Le premier, c'était avec un doctorant en médecine qui a créé sa start-up nommée Mona. On aura l'occasion d'y revenir juste après. Enfin, le deuxième, c'était un athlète professionnel qui est devenu coach et qui travaille aujourd'hui à la Fédération française de cyclistes. Le troisième, c'était un responsable du Sport Data Hub en France. Donc voilà, ces regards croisés, ils m'ont donné la vision, je dirais, macro des institutions, la vision aussi technico-médicale et la réalité du terrain au quotidien. Puis de ça, j'ai réalisé une analyse croisée. J'ai, comment dire, systématiquement regroupé la littérature avec les verbatims. Donc quand le terrain pardon, confirmait la théorie, je gagnais en certitude. Quand il la contredisait, je tenais là une insight. Et enfin, chaque constat a été traduit en recommandations opérationnelles, que ce soit pour les athlètes, les coachs, mais aussi pour les clubs, les fédérations et même les éditeurs d'outils. Et donc de ce croisement de documents et de terrain ressort un verdict qui a été assez net, trois constats récurrents qui appellent à trois actions. Et donc pour cela, je vais vous montrer tout de suite le verdict du terrain avec ces trois constats. Le premier, ça a été bien sûr le technostress et la comparaison sociale. Je dirais que quand la montre devient le juge du réel, on perd le plaisir. Et donc pour cela, je propose moi l'axe 1 de mon développement, qui est une culture numérique soit plus adaptée. Le constat 2, ça a été les objectifs seuls ne suffisent, puisque le pilotage 100% chiffré ignore tout un tas de métriques. Et pour y répondre, je propose l'axe 2 qui est des indicateurs de bien-être et de bien-être repensés. Enfin, le constat numéro 3, ça a été des silos techniques et des règles qui restent floues, puisque sans cadre, la valeur se perd et la confiance s'effrite. Et donc là, moi, je propose l'axe 3 de mon développement qui concerne l'écosystème et la gouvernance. Donc là, il faut le comprendre, ces trois axes ils forment la véritable colonne vertébrale, je dirais, de ma feuille de route. La data éclaire, l'humain décide. Et je vous propose maintenant d'entrer dans le cœur du sujet avec l'axe 1. Donc là, le point de départ, il a été assez simple. C'est lors d'une interview avec un entraîneur qui m'a alerté sur un point important, puisqu'il m'a dit la chose suivante, ce sont ces mots, trop de données a un impact fou. Aujourd'hui, si tu es à haut niveau et que tu as pas un coach mental, tu tombes dans un truc où tu es complètement omnibulé par la data. Et donc, je crois trouver ici le cœur du problème. L'outil prend la main, et donc moi, ma réponse, c'est une culture d'usage qui rend la main à l'athlète, et ça passe par quatre points que je propose. Le premier, c'est de sensibiliser au technostress. Le but, c'est de mettre des mots sur sur la surcharge, la comparaison, la peur de perdre des données. Au final, on apprend à repérer les signaux faibles. Et là, je le crois, nommer, c'est déjà soulagé. Le deuxième point, c'est d'éduquer à la lecture des métriques. On rencontre parfois des métriques pas connues de tous les athlètes. Je peux nommer la FTP, la TSS, plein d'autres métriques qui sont difficiles de comprendre au début. Et donc là, je trouve qu'il est important de comprendre ce que ça mesure, mais aussi ce que ça ne mesure pas. Le troisième point, ça a été, enfin, je propose, pardon, des rituels et des protocoles de régulation avec des séances off-capteur, des carnets de bord sur le ressenti interne de l'athlète, mais aussi la désactivation des notifications de comparaison. Et là, je propose donc trois gestes simples pour baisser la pression. Le quatrième point, c'est un usage raisonné, hybride et contextualisé, puisque la data complète le terrain, elle ne la remplace pas. Et donc là, moi, je propose des métriques qui soient adaptées au profil de l'athlète pour que la décision finale reste humaine. De cet axe, quel est l'effet recherché? C'est moins de bruit numérique, je dirais, plus d'écoute de soi, des décisions qui soient plus justes. Et donc, avec ce premier axe pesé, on peut revoir ce qu'on mesure. Et donc, je propose de passer maintenant à l'axe 2, qui est de redéfinir les indicateurs de performance et de bien-être. Puisque je le crois, on peut afficher toutes les courbes du monde aujourd'hui. Si l'athlète ne s'entend plus, on en oublie l'essentiel. Et là, c'est un avertissement qui m'a marqué.
qui est le suivant. J'ai des athlètes qui sont tombés presque dans un burn-out avec toutes ces données, en mode je ne suis mauvais, je ne comprends pas. Et donc de ça ressort quelque chose de simple pour moi, c'était de rééquilibrer la mesure, de garder la précision des chiffres, mais de remettre le ressenti dans la boucle pour décider plus juste et donc de durée. Concrètement, ça passe par quoi? Par trois axes que là quatre points pardon, que là je propose. Le premier, c'est le RPE et les émotions à chaque séance. Que veut dire RPE? C'est le niveau d'effort perçu. Donc là, moi, je propose d'intégrer systématiquement un questionnaire allant de 1 à 10 sur ce RPE, avec un court commentaire sur l'humeur, le plaisir, et tout un tas d'indicateurs internes à l'athlète. Et là, je le crois, c'est 10 secondes qui recentrent l'entraînement sur l'état interne de l'athlète. Le deuxième point, c'est des signaux faibles égale feu d'alerte. La même chose, c'est un mini questionnaire sur la fatigue, la motivation, le plaisir de l'athlète. Dès qu'un voyant passe en orange, on discute, on ajuste avant qu'il ne soit trop tard. Le troisième point, c'est de lire des tendances, pas l'instantané, décider sur, imaginons, une semaine à 15 jours, en croisant différentes métriques, des watts, la vitesse, avec la fréquence cardiaque, imaginons, et surtout le ressenti interne de l'athlète. Là, c'est de suivre la courbe, pas juste un point qui soit isolé. Moi, je propose un tableau de bord qui soit épuré avec imaginons 3 à 5 indicateurs clés pour l'athlète. Et le quatrième point ici, c'est la période off-capteur et anti-comparaison. Moi, je propose des séances sans montre programmée, des ateliers détox data avec des notifications de comparaison qui soient désactivées. Et là, quel est le but? C'est moins de pression et plus d'engagement. Et donc, quel est le résultat attendu de cet axe? C'est moins de démotivation et de blessures qui soient évitables, des choix plus clairs et au bon moment. Et pour que tout cela soit fiable et équitable, il faut un cadre. Et donc, je vous propose de voir l'axe 3 de mon développement, qui a été l'écosystème et une gouvernance redéfinie. Puisqu'aujourd'hui, quand les règles sont floues, comment dire, la confiance peut s'effriter. Si les données circulent mal, les outils ne se parlent pas, l'athlète, il ne sait plus où il est et il ne sait plus quoi regarder. Et donc là, un responsable du sport Data Hub en France m'a dit la chose suivante, et je trouve ça très important, ce sont des outils d'aide à la décision, mais la décision doit rester humaine. Et donc, pour que cette phrase soit vraie chaque jour, il faut un cadre qui soit simple et exigeant. Et donc là, moi, je propose ici aussi quatre leviers qui soient très concrets. Le premier, c'est un axe clair qui voit quoi et pourquoi, une charte d'usage et un consentement qui soit éclairé, avec des journaux d'accès, des finalités et des durées qui soient définies. Au final, là, c'est zéro surprise pour l'athlète et zéro zone d'ombre pour le staff. Le deuxième point, c'est l'interopérabilité et la souveraineté, avec des API qui soient ouvertes et une meilleure portabilité, un hébergement qui soit certifié en Europe. Le but, c'est de casser les silos et de garder la maîtrise sur les données. Le troisième point, ce sont des plateformes plus responsables, avec une confidentialité pardon, qui soit réglée, imaginons là, par défaut, de mettre en mode bien-être qui limiterait la comparaison sociable. Et le quatrième point, c'est une IA qui soit plus explicable avec des feedbacks positifs, des recommandations qui soient plus justifiées, des seuils transparents, des alertes préventives, qui valorisent plutôt le progrès plutôt que la culpabilité. Et là, le résultat, c'est quoi? C'est une donnée plus fiable, lisible et éthique, au final, au service d'un choix final qui reste humain. Et là, maintenant, pour montrer que ces axes sont de véritables, comment dire, leviers opérationnels, je vais vous montrer un exemple pardon, qui va dans le sens de mes recommandations, mais sans les épuiser, puisque j'ai eu la chance de rencontrer Gaspard Espitailler, cofondateur de Mona. Et je trouve que leur approche, elle matérialise déjà plusieurs principes que moi je défends, à savoir la prise en compte du ressenti, des indicateurs plus lisibles. Et c'est là donc une preuve, je dirais, de faisabilité, mais pas une fin en soi, puisque je le dis, il existe des solutions, mais je le crois, on doit aller plus loin sur la culture d'usage, l'interopérabilité, la gouvernance. Et donc avec cet esprit en tête, je vous propose de voir maintenant Mona comme un premier pas pardon, vers l'ambition que moi je propose. Parce que comme je le dis, j'ai eu la chance, et je le dis vraiment avec fierté, d'échanger longuement avec Gaspard Espitailler, le cofondateur de Mona. Et ce qu'ils font est déjà remarquable, puisqu'ils anticipent déjà aujourd'hui les blessures avec des modèles de machine learning qui sont déployés en club. Ils travaillent aujourd'hui avec plus de 15 clubs pardon, professionnels. Ensuite, le deuxième point qu'ils font, c'est qu'ils croisent les données objectives et le ressenti. Troisième point, c'est la donnée, ils donnent un score actionnable pour décider plus vite. Et le quatrième, c'est des outils qui sont plus accessibles. Ils veulent démocratiser l'accès. Mais moi, je le crois, Mona n'est pas la fin de l'histoire que je défends aujourd'hui. C'en est le premier pas. Pour tenir la performance plus durable, moi, je souhaite compléter par trois points.
bien précis et que je vous ai développé, à savoir une culture d'usage partagé qui passe par une formation, des rituels et des droits à la déconnexion, des indicateurs qui soient plus lus dans la durée et une gouvernance qui soit plus claire. Et donc, mon ambition aujourd'hui, elle est assez simple et forte. C'est partir de ces avancées qui sont déjà extraordinaires disons-le, et d'en bâtir avec les clubs, les fédérations et des acteurs comme Mona, un modèle plus complet qui allie les cultures, les métriques et une meilleure gouvernance, et de devenir la référence aujourd'hui dans l'endurance. Et donc, je vous montre dès maintenant comment je propose de concrétiser cette vision dans les perspectives à venir. Et donc, avant de conclure, je vous propose ces quatre perspectives concrètes qui me font passer, moi, de la thèse à l'action. Dans un premier temps, moi, je propose de lancer, avec ce premier point pilote terrain que j'ai nommé, 2 à 3 expérimentations avec des clubs et des pôles volontaires afin d'appliquer les 3 axes que je défends et de mesurer ce qui compte, de baisser donc les blessures évitables, un taux de complétude du RPE et un niveau de plaisir qui soit déclaré. Et le but, c'est quoi pour moi? C'est de trouver une adhésion du staff. Le deuxième point que je propose, j'ai nommé Kit Culture Data clé en main. Et moi, je propose là des ateliers de sensibilisation au technostress, des fiches par métrique qui expliquent ce que ça mesure vraiment. Le troisième point, c'est un dashboard qui soit mixte, donc qui croise objectif et subjectif, pour décider là sur des tendances et pas sur un point isolé. Et enfin, le quatrième point que je propose, il concerne la gouvernance, c'est de mettre en place une charte qui voit quoi et pourquoi, exiger des API, une interopérabilité meilleure, de pousser pour une IA qui soit plus explicable et d'avancer avec les plateformes et les acteurs du terrain sans perdre aujourd'hui l'exigence éthique. Et donc, ces 4 chantiers, ils prolongent directement mes recommandations. Et donc, je vais terminer avec une dernière slide pour vous remercier et ouvrir la discussion. Donc, déjà, merci pour votre attention tout au long de cette présentation. J'espère bien sûr vous avoir transmis l'essentiel, à savoir comment transformer la data en performance durable, et ce, sans jamais perdre l'humain. Donc, vous avez vu là une analyse rigoureuse qui allie littérature et terrain, avec des interviews qui ont été fortes et des recommandations qui sont véritablement actionnables, et j'insiste là-dessus. Aujourd'hui, mon souhait, c'est que la valeur de ce travail il soit claire, qu'on ait des décisions qui soient plus justes, pour moins de blessures et bien sûr plus de sens pour l'athlète. Donc, je vous remercie pour votre écoute et je serai très heureux de répondre à vos questions dans un instant. Voilà, merci.